Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un événement assez marquant, une manifestation à Paris le 27 mai 2025. Oui, tout à fait. Des centaines d'Israéliens devant le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères français, pour protester contre la guerre à Gaza. Une dissidence visible, en effet. Voilà. L'idée, c'est d'analyser un peu ça, de voir qui était là, ce qu'ils demandaient et ce que ça signifie, cette contestation exprimée ici, en France. Exactement. On va essayer de décortiquer les informations clés qu'on a. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Le 27 mai 2025, donc, Paris, devant le Quai d'Orsay. C'est ça. Plusieurs centaines d'Israéliens. Les sources sont assez claires là-dessus. Et les slogans, très directs, Oui, arrêter le génocide, paix maintenant, des mots forts. très forts. Et ce qui est important, et souligné dans les documents, c'est que ce n'était pas juste à Paris. Ah non, c'était coordonné. Oui, dans 13 villes européennes en même temps. Donc il y avait une intention claire D'influencer. de peser sur l'opinion, sur les gouvernements ici en Europe. Exactement. Et si on regarde qui organisait, l'acteur principal qui ressort, c'est l'Union juive française pour la paix, l'UJFP. L'UJFP, d'accord. Une organisation qui existe depuis 1994. Elle se définit comme juive laïque, universaliste et antisioniste. Antisioniste, c'est-à-dire? C'est-à-dire, dans leur optique, opposée aux politiques de l'État d'Israël au nom de valeurs universelles. C'est une posture qui les différencie d'autres groupes. Ils ont même une revue de l'autre côté. D'accord. Et à côté du JFP, il y avait des soutiens, des personnalités. Oui. Razzegal, par exemple. C'est un historien israélien, spécialiste de l'étude des génocides. Ah oui, je vois de qui il s'agit. Il a eu des mots très forts sur Gaza. Exactement. Il a parlé de cas d'école de génocide. Bon, c'est une analyse basée sur des critères juridiques, selon lui, mais qui est extrêmement controversée, Oui, très contesté. très contestée, et ça a eu des répercussions pour lui, d'ailleurs. Et il y avait aussi Eli Barnavi, L'ancien ambassadeur d'Israël en France. lui-même, historien aussi, connu pour être critique envers le gouvernement Netanyahou, pour défendre la solution à deux États, un cessez-le-feu. Sa présence, ça ajoute une dimension, disons, intellectuelle et même diplomatique. Certainement. Ça donne un autre poids. Et les revendications elles-mêmes, qu'est-ce qui ressortait principalement? D'abord, la fin immédiate de la guerre, c'était clair. Oui. Et puis cette accusation très grave de génocide Hmm. et aussi beaucoup la libération des otages. Oui, c'est arrêté. Et ce qui est intéressant, c'est que les témoignages rapportés dans les articles montrent un vrai scepticisme chez ces manifestants, Scepticisme par rapport à quoi, Ève? par rapport aux promesses du gouvernement israélien sur le sort des otages, justement. Une sorte de méfiance. D'accord. Et il y a aussi une dimension morale très forte qui se dégage. Un manifestant disait en gros « On utilise notre nom pour justifier des actes qu'on condamne Ah oui, c'est un refus de la complicité par le silence, en quelque sorte. ». C'est ça. Et pour comprendre l'urgence qu'il ressentait, un des articles rappelle le bilan humain à Gaza. Oui, les chiffres du ministère de la Santé locale, gérés par le Hamas, chiffres qui sont d'ailleurs contestés par Israël sur la méthodologie, la distinction combattants civils. Tout à fait, il faut le préciser. Mais ça donne un contexte à leur mobilisation. Si on prend un peu de recul, cet événement, il met en lumière une fracture, ou en tout cas, il la rend plus visible. Une fracture au sein de la communauté israélienne. Ou juive en général. Un peu des deux, je dirais, surtout dans la diaspora, concernant la politique menée par le gouvernement. Et le choix de Paris, de l'Europe, c'est pas anodin, non? C'est une bonne question. Est-ce que c'est pour pouvoir parler plus librement qu'en Israël, ou vraiment pour cibler la diplomatie européenne? Probablement un mélange des deux, oui. Un espace d'expression peut être jugé plus sûr, et puis, bien sûr, l'envie d'influencer les décisions européennes. C'est intéressant cette idée d'utiliser l'Europe comme une plateforme. Mais est-ce que les sources disent si ça a un écho en Israël même, ou si c'est surtout pour l'extérieur? Les documents insistent beaucoup sur cet objectif d'influence externe, oui. L'impact sur le débat intérieur israélien, c'est moins clair dans ce qu'on a lu. Mais la visibilité médiatique internationale, ça, c'est sûr que c'était recherché. Surtout avec des noms comme Segal ou Barnavi. Exactement, ça rend la chose plus difficile à ignorer. Et puis il y a cette dimension coordonnée, transnationale. Mais attention, tout ça vient avec son lot de controverses. Ah oui. L'UJFP, par exemple, est régulièrement accusé d'antisémitisme, ce qu'il réfute. Et les analyses de Segal, comme on l'a dit, sont très critiquées. Bien sûr. Et ça nous amène aux tensions, aux nuances. D'un côté, on peut voir ça comme du courage civique, non? Des Israéliens qui osent critiquer. Oui, on peut le lire comme ça. Mais de l'autre, ils s'exposent forcément à des accusations. Déloyauté, instrumentalisation. C'est le risque, oui. Le cas de Ras Segal, qui est attaqué malgré son identité israélienne, le montre bien.
Et les motivations des gens qui étaient là devaient être diverses, j'imagine. Solidarité avec les Palestiniens, peut-être, inquiétude pour des proches en Israël, ou juste une lassitude face au conflit. Sans doute un mélange de tout ça. Et il faut aussi se rappeler que même au sein de la communauté juive, les avis divergent fortement. L'UGFP, par exemple, appelle au boycott. Ce qui est une position très différente de celle d'autres organisations juives, en France notamment, qui voient ça comme dangereux ou contre-productif. Exactement. Ce n'est pas du tout monolithique. Au final, ce qui me semble sortir de tout ça, c'est moins l'existence de cette dissidence israélienne, elle a toujours existé en fait, que la stratégie employée ici. Laquelle? C'est d'utiliser très consciemment la scène internationale, l'Europe, comme une caisse de résonance, pour amplifier une voix critique, essayer de peser de l'extérieur sur un débat interne souvent très, très polarisé. Oui, c'est une tentative d'externaliser la contestation. Et ça nous laisse avec une question, peut-être, pour réfléchir un peu plus loin. Au-delà des demandes immédiates, la fin des combats, les otages, qu'est-ce que ce genre de mobilisation de la diaspora nous dit sur l'évolution du conflit lui-même? Et sur cette relation, parfois compliquée, entre les Israéliens qui vivent à l'étranger et l'État d'Israël. Quel impact réel ces voix peuvent avoir à terme? C'est une excellente question pour conclure. Ça ouvre des pistes de réflexion importantes. Voilà, matière à réflexion. Merci de nous avoir suivis pour cette analyse.